Je pense qu'on peut débuter. Bon après-midi. Merci tout le monde d'être là pour assister au séminaire du docteur Davoud Torkamanet. Davoud est professeur adjoint en biologie computationnelle des végétaux au département de phytologie ici à l'Université Laval. Et il est également nouveau membre régulier de l'IBIS. Davoud a réalisé son baccalauréat, obtenu son baccalauréat à l'Université des sciences appliquées de technologie à Téhéran, en Iran, en 2012. Et donc, suite à ça, il s'est revenu au Québec et sous la direction de François Belzile et Richard Bélanger, du département de phytologie et membre régulier et membre associé de l'IBIS. Il a enfilé d'abord une maîtrise sur la diversité génétique et l'identification de QTL chez le SOIA par génotypage réalisé par séquençage de nouvelle génération, ce qui était très nouveau et novateur et à la fine pointe là, des approches technologiques et analytiques au moment où il a réalisé sa maîtrise. Puis, donc, a suivi son doctorat qu'il a obtenu en 2017 et qui portait cette fois toujours sur le SOIA, mais sur la caractérisation des variants structuraux, notamment, par analyse de génome entier. Donc, encore là, une fois encore là, à la fine pointe des connaissances et des approches technologiques dans son domaine de recherche. Puis, suite à ça, il a joint le département de Plant Agriculture à l'Université de Guelph, d'abord en tant que postdoctorant, comme biologiste computationnel, puis il a été promu éventuellement au rang de professeur adjoint en 2020 pour finalement boucler la boucle et nous revenir ici à l'Université Laval et revenir donc membre de l'IBIS à l'été 2021. Dans sa encore jeune carrière, je pense qu'on pourrait dire, il a obtenu déjà plusieurs prix et distinctions. Il est l'auteur d'une quarantaine d'articles scientifiques et est présenté autant de présentations invitées ou autres, et très souvent là, portant sur des sujets très novateurs, toujours à la fine pointe, autant du point de vue technologie, comme par exemple sa contribution au développement de la technologie de nano-GBS, du point de vue analytique par diverses applications de l'apprentissage machine learning, entre autres, et bien sûr l'acquisition de nouvelles connaissances fondamentales, par exemple sur l'architecture des génomes. Donc aujourd'hui, il va nous faire un survol de son nouveau programme de recherche qu'on pourrait qualifier de fumant, j'imagine, et qui porte sur l'étude du cannabis par une approche de biologie intégrative. Docteur Torkamanet, bienvenue et merci d'avoir accepté de nous présenter ce séminaire. Merci Louis pour ton aimable introduction et beaucoup de choses que vous avez partagées. C'est intéressant, merci quand même. Et bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous à nouveau. Je peux dire que je suis un vieux nouveau membre de l'IBIS. Et pour cette opportunité que vous m'avez donnée par l'IBIS à présenter aujourd'hui, c'est pour ça j'essaie d'utiliser cette opportunité plutôt à présenter ce que j'ai fait, qui je suis et mes recherches antérieures. Et ensuite, j'aimerais vous parler un peu sur mon programme de recherche. C'est pour ça que ça devrait être assez vaste, plusieurs sujets que j'aimerais découvrir. Juste présenter moi-même, mon groupe, mon programme de recherche aujourd'hui. Le titre, c'est juste en anglais parce que ça faisait des mois que lui m'a demandé d'envoyer un titre. J'ai envoyé un titre. Peut-être ça ne devrait pas être si représentatif de présentation, mais j'essaie de garder ça. Mais la totalité de présentation, ça devrait être en français. Mais ensuite, on peut passer en question en anglais ou en français, il n'y a pas de souci. J'aimerais commencer avec une petite introduction de réalité qu'on vit aujourd'hui. Et on essaie de transformer l'information en intelligence. Partout, on parle de données, les pouvoirs que ça vient de données. C'est intéressant de dire que plus que 90% de données disponibles dans le monde aujourd'hui ont été créées dans les 2 dernières années.
Ça montre à quel niveau on génère de données et la quantité de données. Ce volume colossal de données amène de nouvelles opportunités, mais également de nombreux défis. C'est pour ça qu'on a une nouvelle terminologie de Big Data. L'expression de Big Data aux données massives réfère à une quantité importante de données impossibles à traiter avec des outils conventionnels, qui deviennent plus en plus populaires dans tous les domaines. Et l'agriculture, ce n'est pas une exception. Au cours des dernières années, les domaines agricoles sont devenus plus en plus digitales. Les données massives sont devenues incontournables dans les gestions et exploitations agricoles. Plus précisément, la recherche scientifique en agriculture, à l'ère de Big Data et la précision qu'on parle, fait référence aux informations obtenues de la génomique, imagerie aérienne, qu'on fait pas mal, phénotypage à haut débit en utilisant de différents sensors, et même la microscopie. Ces données sont méga, puisque constamment générées et accumulées en très grand volume. Qu'on a un exemple pour la génomique, ça contient toutes les données génomiques humaines en totalité, le domaine de génomique. En 2018, on a généré à peu près 40 fois plus de données génomiques quand on compare avec YouTube ou le domaine astronomique. Cela, ça montre à quel niveau, à quelle échelle on génère des données dans notre domaine. Mais la question aujourd'hui est comment peut-on les exploiter? Comment faire parler les données massives? Comment faire apparaître les tendances, les corrélations, les signaux? Tout simplement dit, comment transformer une mer de données en îlot de connaissances. C'est pour ça qu'on a un flux de travail de Big Data. De manière simple, il se compose de 3 composantes connues comme 3D en anglais, parce que tout ça commence avec data, en français, ça devient après. Qui commence par génération de données à grand volume, haute qualité à faible coût, qui devrait traiter très rapidement, efficacement et très précisément. Vous êtes tous familiers avec la technologie High Performance Computing aujourd'hui, et en plus, on fait appel des approches de modeling et des apprentissages automatiques pour nous permettre à exploiter ces données et découvrir des signaux significatifs, des informations biologiquement pertinentes. Bon, cette nouvelle réalité nécessite des scientifiques plongés dans les biologies avec une expertise en calcul, qu'on les appelle biologistes computationnels. Mais comme je pense que vous êtes tous d'accord avec moi que dans la plupart de la biologie aujourd'hui, on fait appel à tous ces types de données, on peut quand même dire que la biologie aujourd'hui est la biologie computationnelle. Avec cette petite intro, je voulais montrer comment je suis arrivé à cette étape. J'ai fait mon bac en agronomie, mais c'était exactement le moment de début de l'exploitation des données massives en recherche biologique, sous la forme notamment de séquençage bioinformatique. Bon, j'ai vu une opportunité, mais en agriculture, les biologies végétales, c'était le premier domaine qui ont commencé à exploiter ce genre de données. C'est pour ça que j'ai réalisé ma maîtrise et doctorat en biologie végétale ici à l'IBIS. Ensuite, j'ai fait des stages postdoctoral à Laval et à l'université de Guelph. Ensuite, j'ai été recruté à Guelph comme biologiste compétitionnel. Et cette année, je suis au retour à l'université de Laval comme biologiste compétitionnel des végétaux avec une concentration sur la génomique du cannabis. Bon, avec cette intro, j'aimerais vous présenter un peu des activités de recherche que j'ai réalisées dans les dernières années. Sont plutôt sur la génomique compétitionnelle, où on essaie d'exploiter le potentiel du génome.
le domaine de la génomique computationnelle contient en général 4 composants qui nécessitent différentes expertises. Tout simplement dire, on commence avec l'extraction de l'ADN, on prépare les librairies de l'ADN. On les envoie pour un séquençage. Aujourd'hui, on utilise le séquençage de nouvelle génération qui génère une quantité importante de données qui devraient être analysées. On fait l'analyse de données bioinformatiques pour trouver des variations génétiques qui existent au sein des échantillons, notamment des variations de petite taille comme des variations nucléotidiques, SNP, ou single nucleotide polymorphism. Et ensuite, on essaye d'utiliser ce genre de variations génétiques à associer à un phénotype d'intérêt. C'est comme un cycle qu'on fait. Et encore une fois, avec ces données, on continue le cycle. Comme j'ai fait un peu de travail dans ces différentes composantes, je vous présenterai un peu des travaux qu'on a faits pour améliorer ces différentes composantes. Je commence par la préparation des librairies pour séquençage, spécifiquement pour l'approche de génotypage par séquençage. Si vous connaissez l'approche de génotypage par séquençage, on utilise des enzymes de restriction pour couper l'ADN en petits fragments. On ajoute des codes-barres spécifiques à chacun de ces fragments. Ensuite, qui nous permet de combiner tous ces échantillons ensemble, on l'appelle pooling. Et enfin, on fait une sélection de taille pour justement garder des fragments séquençables et de faire du séquençage. Dans le laboratoire de génomique, normalement, on utilise des pipettes pour toutes ces étapes. Et un pipettage manuel précis nécessite des matériaux à grand volume. Quand on parle de grand volume dans le laboratoire, il faut penser qu'on parle de microlitres, non pas de litres, de tonnes. Mais quand même, l'utilisation de matériel à grand volume augmente le coût de génotypage par séquençage. C'est pour ça qu'on essaye de développer une nouvelle méthode qu'on appelle NanoGBS. Dans cette méthode, on utilise une nouvelle technologie, une nouvelle machine qui s'appelle ECHO, qui utilise une technologie de point très intéressante d'éjection acoustique des gouttelettes, où on met nos plaques de source et input dans une machine et c'est en utilisant des signaux. Il essaie d'envoyer des gouttelettes de 25 nanolitres dans une autre plaque. Bon, dans ce tableau, j'essaie de vous montrer la quantité de volume qu'on utilise quand on fait un GBS standard ou normal. On commence avec l'ADN de 10 microlitres, des enzymes, des mix d'enzymes de 20, ligation 15 et adapteur 5 microlitres. En total, on arrive à 50 microlitres, mais seulement on utilise 5 microlitres pour pooling. Ça veut dire qu'on développe des librairies de 50 microlitres. On jette 45 microlitres, on utilise 5 microlitres. Bon, avec cette technologie, on essayait de réduire l'utilisation de ces matériaux 10 fois. Comme vous pouvez le voir, par exemple, l'ADN, on a réduit à 1 microlitre et ensuite, en total, on est arrivé à 5 microlitres total et on utilisait la totalité pour le pooling. Bon, avec cette méthode, NanoGBS, on a réussi à économiser 90% de l'utilisation des réactifs. Mais la question, est-ce que quand on fait on réduit la quantité des matériaux, des réactifs, est-ce que le résultat reste le même niveau ou pas? Bon. On a fait une expérience en utilisant des échantillons de soya. On a fait un GBS standard et librairie de NanoGBS. Comme vous pouvez le voir, pour les qualités de librairie,
il reste quand même identique, mais NanoGBS était moins parce qu'on utilisait moins de matériaux départ. Et on a lancé de séquençage de la même manière qu'on faisait pour séquençage de librairie normale. On a trouvé des nombres de séquences, de nombres de reads par échantillon assez semblables dans les deux approches. Mais quand même, chez NanoGBS, c'était plus uniforme. On pense que c'était à cause de précision de transfert des liquides. Et la partie le plus importante, c'était appel des SNP. Plus que 96% de chevauchement qu'il existait chez deux datasets pour les mêmes échantillons et 100% de concordance dans les appels génotypiques. Ça veut dire en réduisant 10 fois des matériels de départ, on peut arriver à un même résultat. D'autre côté, quand on fait des transferts de liquide en utilisant de cette technologie, on n'utilise pas de plastique, des types de pipettage. Les plastiques qu'on utilise dans les laboratoires de génomique sont plupart non recyclables. Mais avec cette approche, quand même, on a réussi à réduire l'utilisation de plastique jusqu'à 90%. C'est une réduction significative et importante. Qui amène notre approche en confort éco-friendly aussi, on peut dire. Et en total, en général, on a réussi à réduire le coût de génotypage par 72%. C'est une réduction très importante qui amène cette technologie plus en plus abordable pour utilisation à grande échelle. Aujourd'hui, si vous passez dans le laboratoire de génomique, dans la plateforme, vous allez voir qu'on a installé cet appareil et il est fonctionnel. On a un postdoc, doctorant dans le lab, qui travaille directement avec Brian et Gaëtan pour optimiser NanoGBS et en plus, une nouvelle approche qu'on appelle NanoGBS Plus, pour nous permettre d'augmenter le niveau de multiplexage dans l'approche de GBS. Et en plus, on essaie de combiner le séquençage d'omplicon avec le GBS en utilisant de cette technologie. Bon, quand on parle de laboratoire de biomol à séquençage, comme je vous ai brièvement présenté, en GBS, on séquence une petite portion de génome, qui est à peu près autour de 5% de génome, qui nous permet de détecter des variations nucléotidiques. Mais quand on parle de séquençage de génome entier, au whole genome sequencing, on séquence la totalité du génome. Cela qui nous permet de détecter quand même toutes les variations nucléotidiques. En plus, on peut détecter des variations à grande taille, les variations comme grande délétion, insertion, qu'on les appelle des variations structurales. Au départ, on a choisi 102 lignées de soya canadien pour qu'ils soient représentatifs de population canadienne. On a fait le génotypage d'une population de plusieurs centaines de lignées de soya. On a créé un cladogramme et on a fait l'échantillonnage à partir de ça. Et on a fait un séquençage de génome complet. Cela, ça nous a permis de faire une capture exhaustive des variations nucléotidiques, à peu près 5 millions de variations nucléotidiques, et autour de 92 000 variations structurales de différents types. Cela, c'était la première étude de variations structurales chez les plantes, et en plus, qui nous a permis de faire une étude de prédiction des impacts fonctionnels des variations structurales. Quand on a réalisé cette étude, on a engagé dans une étude plus exhaustive au niveau mondial où on a utilisé les données de séquençage de génome entier de 1007 lignées de soya de différentes parties du monde pour une couverture assez exhaustive mondiale. Et les données de séquençage, encore une fois, de génome complet.
Cela, ça nous a permis de faire une capture exhaustive de la diversité génétique de soya mondial. Dans cette figure, j'ai essayé de vous montrer que quand on augmentait le nombre d'échantillons, on augmentait le nombre de variations aussi. Mais à partir quand on arrive après 700 échantillons, on arrive à un plateau. Quand même, on peut dire qu'on est excessivement détecter toutes les variations qui existent chez le soya. La même façon, en fait, pour les haplotypes, on voit qu'on a une capture exhaustive de ces variations. Mais cette capture exhaustive, ça nous a permis de créer des panels de référence pour faire l'imputation. Quand on fait l'imputation, si je veux décrire brièvement, on prend des panels de référence et on prend un panel qu'on est génotypé avec des autres approches de génotypage comme GBS ou pouces de génotypage où on a les données partielles. En utilisant de cette panel de référence, on fait l'imputation et on prédit des valeurs pour les données manquantes. Et pour ça, on a utilisé les 21 000 échantillons génotypés avec différents types de génotypage. Et en utilisant les données de GM-HapMap, les cartes haplotypiques de soya, on a réussi à faire une imputation à grande qualité. Ça veut dire, et maintenant, on a les données de génome complet sans faire de séquençage de génome complet pour 21 000 échantillons de soya. En plus de ça, on a essayé de trouver les impacts fonctionnels des variations au sein de cette population. Et on a essayé de trouver des variations, des mutations qui causent des pertes de fonction. Les mutations de perte de fonction, ou LOF, altèrent gravement la synthèse ou la fonction de protéines. Comme exemple, quand on a un gène normal avec un site d'initiation, un codon stop normal, on a une protéine fonctionnelle. Mais quand on a une mutation de type LOF, par exemple ici de type un codon stop prématuré, la protéine, ça devient non fonctionnelle. Ça veut dire que ce gène a perdu son fonction. Au sein de cette population, on a trouvé 11 000 gènes qui étaient porteurs de moins une mutation de perte de fonction. Là, c'est une ressource hyper importante pour la génomique fonctionnelle de soya. Ça veut dire maintenant, on a des échantillons avec des mutations qui causent de perte de fonction pour des gènes spécifiques au niveau de nucléotides, qui peut utiliser pour différents bouts dans différentes études. Dans toutes ces études de séquençage de génome entier, ce qu'on faisait, toujours on utilisait le génome de référence pour aligner nos séquences contre un génome de référence et trouver des variations nucléotides. Qu'est-ce qui arrive quand on aligne un génome contre un génome de référence? Si le génome qu'on séquence, qui est très semblable au génome de référence, il s'aligne parfaitement et toutes les régions s'accolent très correctement dans différentes parties du génome. Mais quand le génome de notre échantillon est plus petit que le génome de référence, on essaye d'augmenter la taille et on a une partie des données qui manquent dans cette partie. Mais toujours, on essaie d'arriver à la même taille du génome de référence. Et aussi, quand on a un génome qui est plus grand que notre génome de référence, encore une fois, on s'aligne toutes les régions et les régions extra, on les élimine. On les envoie dans la poubelle parce que ce n'était pas présent chez le génome de référence. Une étude de nos collègues aux États, quand ils ont fait l'assemblage de génomes, assemblage de nouveau des deux génomes de soya et comparé avec le génome de référence, ils ont trouvé à peu près 30 millions de paires de bases de différence entre ces deux génomes. Ça veut dire 4% de génome
équivalent de 4% du génome de soya qui n'était pas présent chez le génome de référence. Bon, à partir des collections de GM-HapMap de 1000 lignées, on a fait un échantillonnage de 204 lignées, encore une fois représentatives de population, et on a fait un assemblage de nouveau de ces échantillons. Là, ça nous a permis à détecter autour de 108 millions de paires de bosses, à peu près 11% de génome de référence, de nouvelles séquences qui manquaient de génome de référence, qui couvraient à peu près 1659 nouveaux gènes. Là, c'était un ajout très important au niveau du génome de soya. Maintenant, on a un génome, pas un génome qui couvre quand même toutes les variations qui peuvent exister chez différents individus. Mais un point assez intéressant chez le soya, c'était que 93% des gènes, ils étaient des core genes. Ça veut dire ces gènes partagés par plus que 95% des échantillons. Pour confirmer nos résultats qu'on a fait, encore une fois, on a lancé un séquençage de long read en utilisant de nanopore pour quelques échantillons. Et on a comparé avec des variations qu'on a trouvées pour confirmer la qualité de nos détections des variations structurales. Comme vous avez vu, on génère une quantité colossale de données. Tous ces séquençages, génotypages, tout ça, ça génère la quantité énorme de données. Mais maintenant, dans les plateformes, dans les différentes plateformes, on a toutes les nouvelles technologies de séquençage qui sont à point. On peut faire du séquençage très facilement. Mais les défis aujourd'hui, c'est les défis d'analyse bioinformatique et qui, quand même, maintenant, se couvrent une quantité importante de coûts des travaux. Bon, on était très actifs et j'étais très actif dans ce domaine aussi pour développer de nouveaux outils. Je vous présente quelques exemples ici. La première, c'est DepthFinder. C'est un outil assez intéressant. C'est fait pour l'analyse des données, mais quand même, avant de commencer à faire d'études de type de GBS. Dans la majorité du temps, ce qu'on fait, on cherche des littératures, comment les gens ils sont faits de GBS, combien de séquences j'ai besoin par échantillon dans mon population, quel type d'enzyme il faut que j'utilise. Mais il y a des cas qu'on ne connaît pas de références. Soit il faut qu'on fasse plusieurs tests et trouver c'est quoi la réponse. Mais j'ai développé un DepthFinder où on utilise le génome de référence de notre espèce étudiée ou une espèce proche, si on n'a pas de génome, et qui peut nous donner tous différents types d'enzymes de restriction avec leur fréquence, leur sensibilité à méthylation ou pas, et le taux de mutation qui peut échapper le site de restriction. Et en plus, on peut donner les informations par rapport à la sélection de type qu'on peut faire pour nos librairies et la densité ou couverture qu'on a besoin pour faire de séquençage. Avec ces données, cet outil pour prédire le nombre de reads aux séquences nécessaires pour les études. On a testé cet outil sur différents échantillons chez l'homme, le bataille, la tourteuse, l'épinette, le saumon, l'orge et le soya. On trouve une précision estimée de plus que 94%. Ça devrait être un outil très important pour les gens qui vont justement commencer d'utiliser ce genre de méthode pour séquençage au génotypage. Pour analyse des données de GBS, on a développé des pipelines FastGBS. Maintenant, on a deux versions, version 1 et version 2. Et aussi pour séquençage de génome complet, j'ai développé pipeline FastWGS.
qui est déjà commencé à utiliser chez différentes espèces. J'ai essayé de montrer une panoplie des espèces qui utilisent ces outils. Et en plus, Libby, c'est notre plateforme de GBS, qui est le principal fournisseur de GBS au Canada. Il utilise principalement les outils que j'ai développés. Un autre outil qu'on a développé, c'est SRG Extractor. C'est un outil assez intéressant parce que, comme je vous ai dit, quand on fait GBS, on séquence autour de 5% de génome. Mais au moment d'analyse, on utilise la totalité du génome de référence. On a ligne de partout du génome qui est très demandant au niveau de calcul et le temps. C'est pour ça que j'ai développé l'approche de Skinny Reference Genome, ou SRG. On essaye d'éliminer des régions non intérêt parce qu'on n'a pas de séquence pour ces régions. On garde seulement des régions certaines qu'on a séquencées. Avec ça, on a réussi à diminuer les ressources informatiques requises pour l'analyse et on a diminué le temps requis pour l'analyse. En plus, on a augmenté la précision. Peut-être vous demandez pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de régions répétées dans les génomes qui peuvent causer des pathologies ou un alignement imparfait qui cause des réduction de qualité de génétique. Mais avec cette approche, on essaie d'éliminer ce genre de problématiques. Et la dernière approche en bioinformatique, c'était l'impression des données manquantes. Quand je suis arrivé dans le laboratoire de François Libis, qu'on avait développé l'approche de GBS, on avait sélectionné un seuil de 20% de données manquantes et on faisait l'analyse à partir de ça. C'était une décision assez arbitraire et tout le monde suivait cette approche et il faisait ces analyses avec cette seuil de données manquantes. Dans une population de 300 lignées de soya canadien, ce que moi j'ai commencé à faire, j'ai commencé à tolérer plus de données manquantes. 30%, 40%, jusqu'à 80% de données manquantes, j'ai toléré. Pourquoi? Parce que quand on avait toléré 20% de données manquantes, on avait seulement 12 000 SNP. Quand je tolérais 80%, on est arrivé à 60 000 SNP. Ça veut dire qu'on peut générer 5 fois plus de données à partir du même jeu de données, récolter plus. Et ensuite, j'ai lancé l'imputation avec différents outils et différents algorithmes. Et comme vous pouvez le voir, quand on fait de 20% de données manquantes, notre exactitude de l'imputation, c'était autour de 90%. Mais quand je suis arrivé à 80% de données manquantes, notre précision, c'était à peu près 96% encore une fois. Ça veut dire qu'on perd 1% d'exactitude, on gagne 5 fois plus de données. Que je trouve qu'on a trouvé c'est très payant. Maintenant, on fait 80% de données manquantes, on fait l'imputation. On maximise le nombre de SNP avec cet outil. On a une précision excellente pour nous donner. Et en plus, on utilise cette approche même pour l'imputation à partir des données de séquençage des génomes complets. Bon, en général, on prépare des librairies de qualité, on fait du séquençage très bien avec toutes différentes méthodes. On peut les analyser, les données. Et maintenant, les questions plus importantes, d'associer ces génotypes ou ces variations génétiques qu'on trouve avec les phénotypes d'intérêt. J'avais plusieurs exemples pour cette partie, mais un exemple que ça m'intéresse toujours, c'est la domestication. C'est un processus que je suis très familier et j'aime cette partie parce que ça colle avec l'agriculture. L'agriculture était l'un des développements les plus importants de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est produit à l'époque du néolithique. Peut-être vous demandez, c'était l'époque qu'en français on l'appelle âge de pierre polie.
Euh, Tous, nous, on sait que l'homme était plus que 200 000 ans sur la planète, sur Terre. Même il y avait des cerveaux plus gros et les mains plus fins. Mais toujours, il restait dans un mode de vie de nomade qui surveillait des troupeaux chassés et cueillis. Dans la période de néolithique, c'était une évolution, une révolution qui est arrivée à peu près 12 000 ans avant et qui est terminée avec la civilisation. L'homme a décidé de rester dans une place et de commencer de faire l'agriculture et de domestiquer des différentes plantes ou animaux. Domestication, dans un sens général, il y a trois caractéristiques. Première, domestication est donnée naissance à révolution, évolution néolithique, agriculture. C'est une expérience évolutive de 12 000 ans en cours qui comprend la domestication de première étape de séparation des lignées sauvages et des échantillons domestiqués. Ensuite, des diversifications dans différents environnements. Et aujourd'hui, on fait des sélections à partir de ces lignées, on l'appelle breeding. Mais troisième caractéristique de domestication, c'est le syndrome de domestication qui avait un impact très important sur la constitution phénotypique des différentes plantes ou animaux. Par exemple, chez le soya, quand on compare le soya sauvage avec le soya cultivé, il y a une différence significative au niveau phénotypique entre ces deux, entre des échantillons domestiqués et sauvages. C'est pour ça que c'est un sujet assez intéressant pour trouver les raisons génétiques ou les bases génétiques qui contrôlent la domestication. Et par rapport des études, c'est quand même domaine qu'il y avait beaucoup d'études et il y a des caractéristiques quand même spécifiques pour des gènes de domestication. Les gènes de domestication sont des gènes qui sont fixés pour une ou plusieurs mutations causales dans les accessions domestiquées. Ces gènes, normalement, sont situés dans les régions à faible diversité génétique, qu'on appelle des selection sweeps. Cela, c'est très vrai pour la domestication et moins pour les gènes de diversification. Et chez les plantes, on sait que le plus souvent, à peu près 70% hébergent des allèles de perte de fonction, des allèles de LOF en raison d'une variation nucléotidique ou structurale. Cela, c'était très important et intéressant pour nous pour voir est-ce qu'en utilisant des variations nucléotidiques de type perte de fonction, de mutation de perte de fonction qu'on trouve chez nous données de séquençage du génome entier, est-ce qu'on peut trouver des gènes candidats à la domestication? C'est pour ça qu'on a fait une étude assez systématique. On a commencé avec des données brutes, on a appelé des variations nucléotidiques de haute qualité. On a détecté des mutations de perte de fonction. On a fait plusieurs étapes de filtration pour arriver à des variations des mutations de perte de fonction de haute qualité. Et on a trouvé une série de gènes qui étaient porteurs de cette variation, de cette mutation. À partir de ça, on a trouvé seulement 131 gènes qui étaient fixés pour un allèle de perte de fonction. Quand on a comparé ces gènes chez des individus domestiqués et sauvages, on a trouvé que 15 s'étaient partagés chez les deux. On les éliminait. On a gardé seulement 116 qui étaient seulement fixés chez des individus domestiqués. À partir de ça, on avait, comme chez le soya, on a deux duplications de génome entier et plusieurs duplications de gènes. On voulait être certain que est-ce que les gènes sont uniques ou il y a des copies pour ces gènes. Il y avait seulement 6 gènes qui étaient uniques et 110 gènes de duplicats.
Et ensuite, on utilisait pas mal de données d'expression de différents tissus, différents organes, différents échantillons pour trouver est-ce que ces gènes ont un pattern d'expression similaire ou différent. Si c'était similaire, ça veut dire que son perte de fonction a été compensée avec son copie. On a trouvé 104 gènes qui étaient une expression unique. Et en total, on a trouvé 110 gènes de domestication. Pour validation, on n'a trouvé que 39 de ces gènes. Ils sont situés dans les régions qui étaient détectées en avant avec des différentes études comme des régions de domestication. En plus, on a trouvé 24 gènes orthologues, des gènes de domestication chez des autres espèces. Là, c'est une approche très systématique, rapide, précise, coproductible, qui nous a permis de détecter autour de 110 gènes de domestication. 110 gènes, c'est 2 fois plus de tous les gènes de domestiqués détectés à ce jour chez le soya. C'est une étude assez exhaustive pour trouver tous ces gènes de domestication. Et cette approche, non seulement on utilise chez le soya, c'est applicable chez n'importe quelle espèce quand il y a les données de séquençage. Bon, jusqu'à là, je vous ai montré un peu tout ce que j'ai fait avant d'arriver à Laval. À partir de ça, j'aimerais vous présenter mon programme de recherche comme biologiste computationnel des végétaux et génomique de cannabis à Laval. Mais je pense qu'on a besoin un peu d'intro de cannabis. Cannabis, en anglais, je l'appelle wonder plant parce que quand on catégorise des plantes, on a des plantes médicinales, des plantes industrielles, des plantes qu'on utilise comme nutrition. Cannabis a des caractéristiques pour toutes ces catégories. C'est une plante industrielle, le chanvre qu'on utilise pour toutes différentes sortes de produits industriels. C'est une plante médicinale. On sait qu'il y a des produits, des propriétés très intéressantes au niveau des caractéristiques médicinales. Et aussi, on peut utiliser ces graines comme dans la nutrition d'humains ou des animaux. Son histoire, c'est assez long. Cannabis, c'était l'une des plus anciennes plantes domestiquées au monde, 11 000 ans avant. Il est d'origine d'Asie centrale. Et le cannabis, c'est le plus ancienne culture néolithique connue en Chine, dans les régions Ningxiao, qui sont trouvées toutes des données. Et ensuite, elle est maintenant présente partout du monde. Mais le problème, ça fait à peu près 100 ans qu'il était interdit de travailler, de parler, de faire tout chez Cannabis. Cela qui a amené un déficit en recherche. Par exemple, l'équipe de Louis, Christian ou n'importe quelle équipe, quand ils vont étudier leur espèce d'intérêt, ils aillent sur des articles dans différentes revues connues ou dans les congrès. Mais par exemple, chez nous, chez Cannabis, ce qu'on fait, il faut qu'on cherche la partie nord d'Internet, dans Black Internet, pour trouver les gens comme ça, pour nous expliquer c'est quoi la plante et comment garder la plante, tout ça. Mais c'est une chose qui arrive, on dit que si on accepte, si on n'accepte pas, le cannabis, c'est une culture majeure. C'est une culture majeure au Canada, même aujourd'hui. Il y a un impact économique de 10 milliards de dollars dans l'économie. Mais avec légalisation, ça nous a permis de plus travailler et étudier sur cette plante. Même à cause de toutes ces problématiques qui étaient liées chez Cannabis, même classification de Cannabis, même aujourd'hui, ce n'est pas encore clair. Il y a de famille Cannabinacées. C'est un seul genre de cannabis. Il y a des gens qui disent qu'il y a une seule espèce de sativa. On a des différentes sous-espèces de sativa indica et rhodiola.
et des chanvres et marijuana, tout ça vient de ces sous-espèces. Il y a d'autres groupes qui disent des différentes sativa indica iridiales sont des espèces et on est des différentes cultivars. Mais moi, personnellement, j'accepte plus cette classification qu'on est seule espèce. À titre d'information pour tout le monde, parce que quand on parle de chanvre et marijuana, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est deux espèces différentes, mais les deux sont cannabis, mais juste on les séparait par rapport à leur profil biochimique et par rapport au cannabinoïde spécifique qu'on l'appelle THC. Toutes les plantes qui sont plus que 0,3% de THC sont catégorisées comme des plantes médicinales ou marijuana, ou des plantes qui sont moins de 0,3% de THC, c'est considéré comme champ. Demande pas pourquoi c'est 0,3%, c'est un chiffre arbitraire, magique, je sais pas, ça vient d'où, qu'ils ont décidé de mettre cette seuil sur ces plantes. Mais par rapport aux plantes, c'est une plante dioïque. On est des plantes femelles et mâles. Et ça arrive qu'on ait des plantes monoïques. Son génome haploïde, c'est à peu près 820 millions de paires de bases. Il y a une structure de génome de 9 chromosomes de autosomes et 2 chromosomes sexuels. Il y a même comme système de XX et XY pour les femelles et les mâles. Mais en industrie, les plantes femelles non fertilisées sont préférées parce qu'elles produisent le plus de cannabinoïdes. C'est pour ça dans les sites de production, on évite toutes les mâles et des plantes monoïques et seulement on garde les plantes femelles. Au niveau de propagation ou de production de cannabis, on a 3 approches. On commence avec des graines. Comme on sait, les graines de cannabis sont dioïques. Ça peut nous donner, par exemple, 50% mâle, 50% femelle. Il y a une approche très intéressante chez le cannabis qu'on appelle des graines féminisées. Par exemple, quand on a des plantes femelles, on peut utiliser des produits chimiques spécifiques pour générer des fleurs mâles sur les plantes femelles et fertiliser même plante et produire des graines qui sont 100% femelles, porteurs de chromosomes, composition de chromosomique XX. Il y a une autre approche de clonage. On cultive des nouvelles plantes à partir des boutures qui viennent d'une plante mère. On sélectionne des plantes spécifiques avec des caractéristiques intéressantes. On les appelle les plantes mères. On prend des boutures de différentes parties de cette plante. On fait des clonages et on génère des clones et nouvelles plantes à partir de ça. Troisième approche, c'est culture in vitro. C'est une approche assez chère pour production, où on essaie d'utiliser différentes parties des cellules d'une plante mère pour générer des nouvelles plantes. On l'appelle l'approche micropropagation. Avec cette petite introduction, j'aimerais vous présenter des projets de recherche qui sont présentement dans mon labo. On essaie d'établir un programme d'amélioration génétique chez le cannabis. Dans ce moment, on est en train de caractériser des différents individus de cannabis au niveau de phénotype et des propriétés biochimiques et génotypiques avec une population de diverses. On a établi un programme de sélection, on développe beaucoup de marqueurs moléculaires, tout c'est basé sur la génomique. Et à partir de ça, on développe de nouvelles populations, mais toujours en utilisant l'approche de féminisation des plantes pour produire seulement des plantes femelles.
On a un autre projet en cours avec un collègue à l'université de Guelph, Dr. Jones. On est deux étudiants doctorats qui travaillent sur la génétique et stabilité génétique et épigénétique chez les plantes mères. Comme je vous ai dit, on garde des plantes mères. Cela, c'est une plante mère dans un site de production d'une compagnie. On prend des boutures à partir de ça. Mais dans l'industrie, on a vu qu'il y a un problème quand on prend de clones. En théorie, des clones, ils devraient être 100% semblables à leur source d'origine. Mais quand ce n'était pas le cas, il y avait beaucoup de variations dans les clones. Ce qu'on a fait, on a séquencé différentes parties d'une plante mère, de bas, milieu et de top, avec un séquençage de profond de génome complet. Et on a trouvé une variation génétique et des mutations de type somatique très importantes et significatives au sein d'une seule plante, qui amène à penser que si on prend des différentes boutures de différentes parties de plantes, ça veut dire qu'on va avoir différentes plantes. Cela, c'est un problème assez majeur si on veut produire des produits de qualité au niveau médicinal. Une partie du projet qui est en cours, on est en train de développer différentes clones et différentes générations avec différentes parties de plantes. On fait encore une fois de séquençage pour voir quelle partie de plantes c'est plus stable au niveau des variations génétiques. Et en même temps, on fait des analyses de transcriptomique et méthylome pour voir est-ce qu'il y a des impacts au niveau de changement d'expression des gènes. Je vous ai parlé pas mal qu'on change le sexe chez le cannabis pour différents bouts. Dans ce moment, j'ai deux étudiants de doctorat maîtrise qui vont étudier le mécanisme de plasticité sexuelle chez le cannabis parce qu'en utilisant des produits chimiques, on peut changer le sexe de plantes mâles et femelles. Sexe opposé. C'est pour ça on va étudier qu'est-ce qui arrive au niveau du génome et épigénome pour le changement de sexe chez le cannabis. Et finalement, j'ai un postdoc dans le labo, Dr. Niesian, qui est en train de mettre en place une plateforme d'édition du génome chez le cannabis et aussi chez le soya. On est en train d'optimiser les protocoles d'embryogenèse et organogénèse pour ces différentes espèces. Et on essaie d'identifier des gènes morphogéniques pour augmenter la qualité de transgénération chez les plantes et optimiser le système de CRISPR-Cas chez notre espèce. Au niveau de l'enseignement, s'il y a des gens qui sont intéressés, je suis en train de développer un cours de biologie computationnelle à Laval, biologie computationnelle des végétaux, qui devrait couvrir différents bouts d'analyse de données. Et j'enseigne un cours de culture de cannabis. C'est un cours de premier cycle dans notre département. Toutes les études que je vous ai montrées, il y avait pas mal de sources financières publiques et privées et plusieurs partenaires et qui nous ont permis à faire ces trucs intéressants. J'aimerais remercier tous ces différents organismes. Et merci à vous tous pour votre attention. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses et j'ai essayé de présenter mon programme et je serai heureux d'apprendre vos questions. Merci. Merci beaucoup, David, pour votre excellente présentation.